permis de fournir des hydrocarbures, c'est Total. Il a refusé d'avoir un permis environnemental pour le transport des déchets dangereux. Parce que bon, ça ne fait pas partie de son activité principale. Mais comme dans nos clauses contractuelles, c'est lui qui doit nous récupérer les déchets dangereux, il n'a pas le permis, il a fait sous-traiter l'activité. Et on s'arrange que tout ce qui est cyclopile doit quand même représenter au minimum la capacité des véhicules. Et en cas de besoin, il y a une bande là qui va aller vers le séparateur. Donc, le séparateur risque d'étaler les limites. Donc ça c'est la bande d'ouverture et de fermeture. Donc cette canalisation là va être au niveau du séparateur. Ça c'est les précautions qui sont prises pour le vélo. Donc tout arrive là, que ce soit les liquides ou les bouts. Voyez, en fonction des mailles là, les particules qui traversent là ne vont pas forcément traverser ici. Donc on se rassure qu'à partir ici, nous n'avons que les liquides. Donc si on peut avoir les vélos, les hydrocarbures ou alors, comment dire, les liquides solubres. Donc quand tout passe ici, dans le principe que j'ai expliqué, les hydrocarbures vont être au-dessus. L'eau est en dessous parce que l'eau est plus dense que les hydrocarbures. Bon, au cas où il y aurait un dysfonctionnement, bon, à ce niveau, il y a une cornière là qui recueille les hydrocarbures qui sont au-dessus, on les retrouve ici. Donc, généralement, lorsqu'on doit les évacuer, quand le prestataire arrive, on peut prendre les hydrocarbures qui sont là-bas, on recueille aussi ici. Et on se rassure qu'à partir de là, nous avons peut-être de l'eau qui peut se retrouver dans la piste. Oui, c'est la fonte. On le fait à l'acier en attendant que la commande, la fonte arrive. On se sert de l'acier pour ne pas arrêter la machine. Il faut qu'il travaille. On fait d'abord en acier et puis on passe la commande. La matière première arrive, on le fait en forme. Quel type de pièce? J'ai fait toutes les pièces. Voilà. C'est ça que je voulais entendre. Tout ce qui concerne le fer, je le fais. Ok. Tant que j'ai les outils, si je n'ai pas les outils, je fais commander les outils et puis ça arrive, je transforme. Okay. Parce que les axes, par exemple, on le fait tout ce pour les engins, tout ce qui concerne les engins, on conçoit. Si on ne peut pas faire en moulant, on peut faire en mécano-soudé. Donc on fait plusieurs et puis on rassemble, ça nous donne ce qu'on veut. Donc on attend la matière première, parce que ça c'est l'acier. La pièce d'origine, c'est la fonte. Et là où il travaille, on a fait ça exprès pour mettre la fonte. Donc l'acier ne peut pas résister comme lui, parce qu'il travaille, il y a une chaleur, voilà. C'est pour le tubo. Voilà, il va se dilater quoi. Ça va se dilater, mais ça peut travailler pour un bon bout de temps en attendant que la matière arrive, parce que la matière on la trouve à droite. C'est la chaîne qui fait rouler. Non, c'est une hypothèse. Là où la fidélité va montrer ses limites. Tu peux avoir un ami qui peut pas salarié, je peux aussi faciliter son existence. C'est les avantages. Est-ce qu'une personne, un employé peut venir acheter? Avec cette astuce. Non, il vient acheter, il a son argent. Avec cette astuce, ça veut dire que je lui donne mon numéro matricule. S'il vient comme ça, il ne pourra pas. C'est que je suis flexible. Il n'a pas d'argent en espèces qui circulent. Non. Rien. C'est ce que j'ai fait. Sur base Il dit que c'est le numéro matricule. Donc je dis qu'une personne extérieure ne devrait pas. Mais il paye en liquide, c'est pas déduit de la paie? Non. Ah, il paye en C'est liquide. le comptable. Ok. Il n'y a pas de crédit, c'est le comptable. Donc c'est l'ouvrier et sa famille. Et comment est-ce qu'on contrôle la famille? Comment est-ce qu'on sait si c'est pas l'ouvrier lui-même qui vient avec son matricule? L'élément déclenché sur le numéro matricule. Ouais. Moi j'ai le numéro matricule, je vais communiquer à madame. C'est tout. Donc maintenant après, quand vous dites que ce n'est peut-être pas fiable, Ouais. je peux donner ça. Madame peut donner à n'importe qui. Ah. C'est l'humain, non? Oui, oui. Ah. Donc maintenant après, quand vous dites que ce n'est peut-être pas fiable, je peux donner ça. Madame peut donner à n'importe qui. Ah. C'est l'humain, non? Oui, oui. Ah. Donc maintenant après, quand vous dites que ce n'est peut-être pas fiable, je peux donner ça. Madame peut donner à n'importe qui. C'est l'humain, non? Oui, oui.
Mais bon, les chemins très à la longs. longue, on se fait sortir maintenant premier rapport de consommation. Cigarette non qui nuit à la santé? Oui. Il y a du dentifrice. C'est grâce à oui. Ouais, un peu la pile, non, au carrefour. Et les gens ne gaspillent pas trop l'eau, ils font quand même attention de fermer les robinets régulièrement. Bon, là, c'est de la sensibilisation permanente. On parle derrière chaque salarié, ça c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire que si on se rapproche même du point d'eau, il y a des messages là, le gaspillage, tout ça, l'harmonie dans le bloc, le respect des mesures d'hygiène. Il essaye, et puis si ça ne va pas, s'il a proposé des mesures qui ne sont pas respectées, il peut les remonter au niveau de la hiérarchie. Pourquoi vous fuyez? On a dit que c'est l'abattage contrôlé. Donc c'est nous qui allons décider quand est-ce que l'arbre doit tomber. Donc le premier trait horizontal est celui oblique. Ça il forme l'entaille de direction. Et maintenant le trait qui va vers le bas. Le trait oblique qui va vers le bas c'est le toboggan. C'est lui qui permet. Commence ici. À ce niveau, c'est le plancher de l'entaille. À ce niveau. C'est le plancher de l'entaille ici. Ouais, le bruit est bon. Et à Palisco, on dit pour un arbre de 80 cm de diamètre, il faut une patte de sécurité. Plus de 80 cm, il faut 2 pattes de sécurité ou une grosse patte. Donc ça dépend aussi de la forme de l'arbre et la direction de chute. C'est un peu... Et donc ici, c'est à combien sur 10? Bon, ici là, concrètement, le point qu'il a perdu, c'est son épaulement. Comme on dit, sur tous les arbres qu'il abat, l'opérateur vient évaluer et à la fin du mois, c'est cette note qui... il a une prime d'évaluation qui est proratée par rapport à sa note sur le terrain. Les primes d'abattage de qualité sont échelonnées. Donc, entre 95 et 90, il a toute sa prime. Ok. Entre 91 et 95, Ouais. il a 75% de sa prime. Et entre 95 et 100, c'est 100%. C'est 100%. Nos procédures, nous avons mis sur pied les procédures par rapport au CIGIF. C'est le commis, selon celui qui veut mettre le DF10. Il met le code là-bas et il relie directement ce code là-bas à un numéro DF10. Mais il devait en avoir un avant. Hier, vous avez dit que lors de l'inventaire d'exploitation, on mettait les codes à barre. 16 assiettes ont été inventoriées avant la mise en application du CIGIF. Ok, ok. Oui. À la fin de la journée, il remet son rapport d'abattage. Et comme ça, on fait le monitoring, on sait ce qui est abattu, ce qui n'est pas abattu. Et si éventuellement il y a des bois, peut-être qui sont restés accrochés, il mentionne tout ça. Ça fait que les opérateurs qui viennent derrière sont déjà prévenus qu'à tel endroit, vous trouvez peut-être il y a un danger. Peut-être l'arbre est accroché, ou alors peut-être que l'arbre même est abandonné parce que peut-être troué. Ça ne sert plus à rien d'y aller. Ici, déjà même pour les prises de diamètre, c'est pas évident de prendre le diamètre sur la culée. Déjà, il faut pouvoir avoir l'aspect vraiment cylindrique et circulaire de la bille. La nécessité Déculé. Et puis aussi, parfois, il y a des arbres à contrefort. Il y a des arbres à contrefort où les contreforts vont qui sont après la zone d'abattage. Il faut aussi jeter toute cette partie parce qu'elle n'est pas valorisable. Mais l'épilage n'est pas aussi systématique. Parce que ici, déjà, comme on vous explique, on fait une exploitation à faible impact et
On cherche à maximiser aussi le rendement ligneux. Donc il y a sur certains arbres, on ne fera pas toujours un éculage. Bon, avant d'abattre, les défauts qu'on peut voir, c'est qu'ils peuvent venir d'abord, comme vous avez dit, ils tapent. Oui, ça va résonner là comme un bruit. Il va prendre sa scie, il va d'abord percer. Et là, grâce à la sciure là, il peut déjà voir s'il y a un défaut à l'intérieur. Donc la couleur de la sciure change. Oui, c'est déjà comme du bois sec. Soit parfois c'est la terre qui sort. Là, c'est un défaut. Il ne peut pas faire son étiquetage à ce niveau. Il décale, il recule un peu en arrière. Le pied, de l'autre côté là-bas. J'évalue si le tronçonneur a bien fait son tronçonnage. Qu'est-ce que l'étiquetage dit? L'étiquetage s'effectue à 30 cm de la première grosse branche. Donc je m'en vais, je vois d'abord là où se trouve la première grosse branche avant d'évaluer l'étiquetage. Donc lorsque j'arrive au niveau de l'étiquetage, je dois voir ce qu'on appelle double cœur. Il faut apparemment pas avoir les bosses, on peut avoir les trous, la pourriture qui peut empêcher le tronçonneur de faire son étiquetage à moins de 30 cm. Là, il valorise après le défaut apparent qu'il voit. Donc, il fait son tronçonnage. Après ça, on passe au deuxième critère. Le deuxième critère, on a les parties du fût de l'arbre extraites sur le lieu d'abattage. Possèdent-elles des défauts? On voit peut-être l'éculage, ici il n'y a pas de problème. Parfois on trouve certaines parties qu'il coupe peut-être aux 3 mètres. Oui. On essaye de voir si cette partie possède des défauts qui ont poussé le tronçonneur à couper ou abandonner cette partie en forêt. Oui. Et à cet endroit, là on conclut qu'il a bien fait son travail, il a bien valorisé le bois à ce moment. L'étiquetage se fait après le débuscage. C'est le débusqueur qui va positionner, enlever la cime, enfin, bien positionner pour éviter ça. En fait. Et voilà, chaque société a ça. Pour chaque essence, il y a sa valeur free on board qui est déterminée par l'administration forestière. Je pense que le plus récent date c'est l'arrêté du 3 janvier. C'est le 3 janvier 2023 où les dernières valeurs fortes ont été définies. Mais comme on dit, ce sont les valeurs qui sont censées être revues chaque 6 mois. On essaie aussi de préserver les entreprises qui font un peu dans la gestion du parc. C'est-à-dire que les entreprises ne payent pas la même chose. Les entreprises ne payent pas la même chose. C'est aussi pour inciter les autres à aller vers la gestion durable. On a les cartes ici qui nous servent pour on compare ce niveau côté de comptage et le niveau d'inventaire à la carte pour voir si effectivement c'est ce qui sur le satellite C5 316 numéro 7. Ici le 4 C5 316 numéro 7 pour ce satellite. Il va pour le numéro tout le on va faire le numéro c'est la ligne qui va être tout à l'heure au marco numérique. Un certain nombre d'essences qu'on peut exporter et d'autres qu'on ne peut pas du tout. Donc toutes les essences qu'on ne peut pas exporter, systématiquement c'est classé pour la série. Mais dans le lot envoyé en série, il y a encore des sous-placements. Et c'est ces sous-placements qu'on verra ce matin. Donc des essences comme toutes les médiacées, les sapélis, Osipo, Sipo, Tiama, et puis sapotacées, oui, bossé, voilà, le sapotacées, moabi, le colorou, tout ça, bon. Mais on a certaines essences qu'on ne trouve pas ici. Donc il y a toute une liste qui sont interdites d'exploitation et ne doivent sortir du pays que sous forme d'évité. Donc c'est tout ce qu'on envoie en Syrie. Et donc suivant la qualité des grumes, on a un certain classement à faire aussi au niveau de la Syrie. Et le classement se fait sur la base
le rendement matière qu'on peut avoir sur chaque plume. Donc, en regardant un peu les défauts des plumes et la conformation. Quand on place ça en série de là. Ouais, d'accord. Ça rentre profond? Oui, c'est vrai. Donc on ne peut pas mettre ça en série. Si on peut pas mettre ça en série, si on met ça en série, au niveau du siège, on va avoir des répercussions sur le plan. Ça, vous les appelez comment là? Vous appelez ça comment? Grain d'orge. Cul de singe. Ça, il faut retenir. Bonne question d'examen, ça. Comment ça s'appelait là? Comme ça, tu commences à bien me connaître. Pourquoi c'est Non, ça va. D'abord, parce que c'est petit, le diamètre. Le diamètre est petit. Ouais, le diamètre est petit. Donc on ne peut pas mettre ça en BC ou bien en série. Ok. Ça s'appelle série. Ça prend des petites longueurs. Et puis comme on vient de faire un contrat avec une entreprise pour les lamelles collées, on prend des petites longueurs jusqu'à 35 cm de longueur. Vous voyez, un poids comme celui-ci, on peut faire. Ce qu'on peut récupérer, on dit on colle. On prend 35 cm de longueur, puis on fait des coups. On prend de mise en pression sur la porte. On est déjà en contact avec elle. Mais vous les débitez en quelle longueur? On les débite en longueur d'un contrat par exemple. Un contrat standard. Ouais. Un contrat standard par exemple, c'est... Mais pour ceux qui sont destinés au casse-vide, je veux dire. Oui, il y a des contrats qui viennent. Habituellement, la longueur, c'est 2,45 et plus. Qu'on récupère normal et qui ne peut pas nous donner une longueur de contrat de base, on met ça à la récupération pour les lamelles. Oui, ok, c'est ça. Donc vous essayez quand même de récupérer le maximum dedans et tout ce qui n'est pas bon, vous le mettez pour la récupération. Ouais, c'est ça. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, moi je suis Ango Setiange, bienvenue. Je travaille avec Nature Plus et actuellement c'est le projet de l'ULB qui consiste en un test de provenance du Pericopsis elata, donc l'espèce que vous voyez ici, Assamela, le nom commercial. Oui. Donc le test de provenance consiste à comparer les Assamela collectés dans 5 sites. Donc, il y a 2 sites au Congo, donc CIB et CIFCO. Il y a 3 sites au Cameroun, ça veut dire Palisco, Alpicam et CEFAC. Donc, on travaille sur 99 semenciers. Et chaque semencier a ses plans bien définis, bien reconnus. Donc, chaque plan est étiqueté comportant le code de son semencier et le code du plan lui-même. Dans le numéro du plan, dans l'ordre des plans par semencier. Bon, et dans ces semenciers-là, on a sélectionné 60. Bon, peut-être ça va aller plus de 60 familles, plus de 60 semenciers sur lesquels on travaille parce qu'on a eu un taux de mortalité un peu plus élevé par rapport à ce qu'on avait prévu. Donc, toujours la nature est telle qu'elle est. Nous ne pouvons pas lutter contre ça. Bon, l'essentiel, c'est qu'on a 30 blocs comme on avait prévu. Donc, 30 blocs par site. Et ici, on travaille avec, dans le site où nous sommes ici, dans la parcelle-ci, on va travailler avec 15 blocs, donc du bloc 1 jusqu'au bloc 15, tel que vous avez vu sur la carte, ceux qui ont déjà eu la chance de regarder. Donc, et chaque bloc contient 60 plants. Et les 60 plants sont censés être issus de 60 familles. Donc comme j'ai dit qu'on travaille avec 60 semenciers. Donc un semencier est égal à une famille. Donc, il y a toutes les provenances représentées dans le bloc. Donc toutes les provenances des 60 semenciers sont représentées dans un même bloc. Mais les provenances, les 2 Congo, les 3 Cameroun. 2 Congo, 3 Cameroun, oui. Dans tous les blocs. Tout ça dans tous les blocs. Donc chaque bloc
contient toutes les provenances et tous les semenciers. Ça veut dire qu'on a 60 familles, on travaille sur 60 familles et chaque bloc est constitué de 60 plants. Et chaque plant est issu d'un seul semencier. Ils ne sont pas trop sensibles à la consanguinité, à l'inverse du Tali ou du Moabi, qui est très sensible à la consanguinité. C'est-à-dire si vous collectez un lot de graines au pied d'un Moabi isolé qui se reproduit avec lui-même, vous avez très mauvais résultats en pépinière, vous allez avoir quasi pas de germination, vos plantules vont mourir. Cette espèce-là élimine les consanguins. Ce n'est pas le cas de la Samela. Donc il va falloir attendre assez longtemps. On va peut-être avoir des graines ici, du fait d'avoir un peuplement qui est serré, peut-être dans 20 ans. Mais pourtant, vous avez vu au bureau, c'est pour ça que je vous ai arrêté au bureau tout à l'heure, vous avez déjà des Asamela qui donnent des fruits tout petits. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un environnement de croissance particulier. Normalement, un verger à graines, on n'établit pas dans des bonnes conditions, sur un bon sol, on va le mettre plutôt dans des conditions plus difficiles, sur un sol plutôt superficiel. Pourquoi? Parce que quand un arbre est stressé, il va produire des graines beaucoup plus vite. Mais pour ça, il faut déjà qu'on ait identifié les bonnes provenances, les bons semenciers. Donc il faut qu'il y ait déjà eu ce travail de sélection à l'avance pour se dire je crée un verger à graines. Et là, on peut faire un verger à graines de clones. Ça, c'est le numéro du plan lui-même de l'individu. Donc, il y a le code du semencier qui est SI. SI, c'est SIFCO, la provenance. Le semencier, c'est le numéro 35e pied. Le 35e pied quand on a récolté les graines. Parce que hormis les plants, les arbres sur lesquels on a collecté les graines, il y a aussi les arbres qui étaient tout autour de ces arbres-là, de ces semenciers-là, qui ont collecté le matériel génétique. Et ensemble, on n'avait qu'un seul numéro continu, donc de A à Z. Donc, ça fait que ça, c'est le 35e arbre, le 35e Aphomosia qu'on a trouvé dans le site de SIFCO, de récolte. Oui. Et parmi ces graines, ça c'est la 63e graine qui a germé. De cet arbre, du même arbre. Oui. Et lui maintenant, il est affecté au bloc 15. Rangée 1, ligne 9 ou bien 9e plan. On tasse bien. Pas trop, hein. Pas trop. Parce que si on ne tasse pas, on va planter aujourd'hui, après une pluie, la plante va entrer encore en profondeur. Et là, le plant va s'enterrer. Et puis à ce niveau-ci peut-être, le plant va mourir. Oui, parce qu'il sera enterré. Donc le collet, on fait ça pour éviter que le collet s'enterre. Les sachets remplis correctement en pépinière vous permettent d'avoir des mottes bien solides. Le remplissage des sachets en pépinière, c'est une étape cruciale. On verra ça tout à l'heure. Comment bien remplir un sachet. Si c'est pas bien rempli, quand vous faites ça, il y a tout qui se défait. On place notre plan. Et puis on commence à... Du coup, on n'enterre pas la fiche d'identification. Non, on n'enterre pas la fiche d'identification. Sinon, après, il part avec son acte de naissance. Voilà. Normalement, comme on n'a pas la corbeille, nous sommes encore en train d'utiliser les corbeilles. Et après, on va collecter. C'est du 100% propre. Quand on est fini d'installer la parcelle, 4 mois après l'installation de la parcelle, on fait un premier. Dans la première année, on fait 3 entretiens tous les 4 mois. En ligne, en plein, puis en ligne. En ligne, c'est que tu passes sur une ligne de plan, on nettoie 1 mètre de par exemple. On laisse là. Maintenant, en plein, ça c'est après 4 mois. Ça fait 8 mois. 8e mois, ils viennent nettoyer tout la parcelle. Après ça, 12 mois, on nettoie encore en ligne. Maintenant, la deuxième année, 2 entretiens, après 6 mois. En plein. Dernière année, c'est après 12 mois qui tombe la 4e année. En fait, avant, on faisait en plein. Parce qu'on faisait 5 hectares, c'était facile. Pour 10, je pense 10 personnes, c'était facile à faire. Et après,
Après, on a augmenté les superficies qu'on devait rebaser. On est passé d'abord à, je pense, 10 hectares. Et puis maintenant, avec le projet, je pense qu'on est passé à 10 hectares plus l'exploitation. Ça augmente la charge de travail. Et puis aussi au niveau du comportement des essences, on a dû observer que après plantation, les essences ont besoin d'une compétition. Il ne faudrait pas que les adventistes là, je vais dire, tuent le plant, mais il faudrait qu'ils évoluent pour créer un peu d'ombrage qui va justement permettre à notre plant de les surclasser. Donc c'est pour ça qu'on a opté faire l'entretien en ligne, surtout le premier entretien. Là, le gars il grandit, il est un peu au-dessus. Et puis maintenant, le deuxième, on vient, on coupe tout. Lui, il est vraiment déjà bien positionné. Et puis le troisième, je pense, c'est aussi en plein. Et puis voilà. Il y a encore un champ d'investigation qui est considérable là, pour la sylviculture. Plein de possibilités en matière de recherche. Et ce genre de dispositifs, parce qu'ils sont suivis, bah, voilà, ça nous permet... donc ici, le camp, bah, vous dit ça a foiré. Ouais, mais c'est une information intéressante. Oui, quoi. ouais. Même si on fait l'iroko, après 3 ans, il peut être gros comme ça. Ici, après 20 ans, il va être comme ça si on le plante où il sera mort. Donc, vraiment en fonction de l'environnement de croissance, on peut avoir une très grande variabilité. Et donc voilà, comprendre tout ça, c'est vraiment important. Alors quand on fait en milieu contrôlé, il y a des capteurs. Donc on laisse dans ces espèces de cases qu'on fait avec des lames qui sont plus ou moins, des lames de bois ou des lames de bambou qui sont plus ou moins espacées, qui espacent plus ou moins de lumière. Donc il y a des capteurs qui mesurent régulièrement la lumière et donc il y a un capteur en plein éclairement, 100%, et donc ça nous donne les éclairements relatifs. On est à du 2, du 4, du 10, du 20, etc. On pourra revoir ça, on regardera le dispositif que Achille est en train d'installer. Ah, ok. Du coup ici vous allez avoir quand même un enracinement. C'est bien, il ne sort pas du sachet, mais l'enracinement est quand même limité, donc c'est bien d'avoir un sachet un peu plus grand. Mais voilà, en matière d'approvisionnement, sachet, c'est pas toujours évident. Voilà, mais donc ici ça peut bien donner, mais l'étape cruciale, c'est le remplissement du sachet. Et donc on va demander aux dames de montrer comment elles remplissent les sachets. Vous allez tous remplir des sachets. Bonsoir mesdames. Bonsoir. On voudrait que vous montriez à ces étudiants comment il faut remplir correctement des sachets. C'est la première étape de la pépinière. Voilà, et on va tenir, on va regarder. Voilà, là c'est bien. Ça c'est des vrais sachets. Quand j'appuie dessus, ça fait bah, regardez, je vais faire ça n'importe comment. Comme c'est souvent le cas, hein, et ça va être un problème notamment dans les pépinières villageoises. Si les gens n'ont pas été bien formés, on va remplir le sachet comme ça. Voilà, si je fais mon sachet comme ça, je le mets en pépinière. Comment est-ce que je sais qu'il n'est pas bien rempli quand j'appuie dessus? Ok. Et qu'est-ce qui va se passer lors des arrosages successifs? Ça va se tasser, se tasser, se tasser, se tasser. Et puis vous allez vous retrouver avec ça. Et quand vous arrosez, vous allez avoir une piscine là au-dessus. Et ça va asphyxier les racines. Voilà. Et si c'est pas bien rempli aussi, quand vous allez manipuler le plant pour l'emmener en forêt, vous allez le prendre et puis ça va casser toutes les racines. C'est pas bon non plus. Ou quand vous allez ouvrir votre sachet,
Ça va aussi tous les faire. Oui, oui. C'est pas bon. Là, quand je vois les plantes Padouk, je vais ouvrir le sachet sans problème, je vais avoir une belle motte. Ça veut dire que les sachets sont bien remplis. Vous avez, ici j'ai mal fait aussi, et vous avez les pointes, voilà, normalement qui auraient dû être rentrées. Okay. Donc à chaque fois, bien laisser, on remplit et on tasse, pas avec la main, mais en faisant des mouvements comme ça. Ok. Donc on va. Vous allez chacun remplir un sachet. Mais quand même, les petits, c'est bon. Quand même, les petits, c'est bon. Bien, d'accord. Donc on fait des planches qui ont 1 mètre à 1,20 m de large, pas plus. On ne fait pas des bacs plus larges parce que pour l'entretien, vous allez tomber dedans. Vous devez pouvoir circuler entre vos packs. Pouvoir passer avec une brouette, donc 1 mètre de large. La pépinière, vous devez pouvoir circuler sans avoir les machins qui vous tombent dans la tête, donc il faut que ce soit à 2 mètres. 2 mètres, quand vous construisez votre pépinière, 50 cm enterrés, donc il vous faut des piquets de 2,50 m pour pouvoir circuler librement dans la pépinière. Vous remarquez aussi que les piquets sont à l'extérieur. Pourquoi? Parce que s'ils sont à l'intérieur, vous allez avoir des nombres de plants variables là où il y a vos piquets. Donc tout ça va compliquer la gestion de la pépinière parce que le pépiniériste, si c'est des rangées de 10, il va compter 1, 2, 3, 4, il rajoute un 0. Si vous avez des rangées de 11, de 12, de 13, il va devoir prendre, bah aujourd'hui, hein, tout le monde a ça, donc il peut faire ses calculs comme ça, mais voilà. Si on est dans un endroit où les gars ont une calculatrice, voilà, ça peut être fait, mais c'est quand même toujours plus facile des rangées de 10-10. Le toit de la pépinière, vous pouvez le faire avec des feuilles de palmier, comme ceci. L'avantage des feuilles de palmier, c'est que ça se dégrade progressivement et ça permet aux plants d'être progressivement en lumière. L'inconvénient, ça se dégrade, ça fout on va commencer à tomber sur les trucs. Voilà, ça fout un peu le bazar dans la pépinière. Si vous utilisez des feuilles de palmier, c'est du palmier à huile. C'est pas du palmier raffia. Parce que les palmiers raffia, ça se fane très vite. L'alternative, c'est d'utiliser du géotextile. C'est comme des moustiquaires avec des mailles qui laissent passer la lumière. C'est plus coûteux, c'est plus pratique. Voilà. Mais c'est tout à fait possible. Donc les lots sont à chaque fois bien séparés. Un lot de graines correspond à une espèce semée un jour déterminé. Si vous avez un lot qui a été récolté sur un autre arbre, vous avez un paquet de graines qui a été récolté sur un autre arbre, c'est un autre lot, ou les graines qui ont été collectées un autre jour, c'est un autre lot. Et toute cette traçabilité, c'est ce qu'a expliqué Stéphane, avec les numéros de lot qui sont mis à chaque fois sur les baguettes date de semis espèce. Venu à Mindoro et dans notre dispositif de recherche. Et donc ce matin, avec le professeur Jean Doucet, nous avons convenu de vous parler un peu des 2 projets RESAC qui sont financés par l'Union européenne et supervisés en fait dans la mise en œuvre par le CIFOR et CRAF. Et donc ces 2 projets, nous les mettons en œuvre en collaboration avec, enfin c'est un consortium qui a été mis en place et qui est constitué de 3 entités, à savoir l'Université de Liège, l'Université de Douala et la société Parisco. Et donc globalement on a eu 2 projets, 2 activités, 2 grosses activités qui vont être financées pendant 2 ans dans ce cadre-là. Et donc la première activité porte sur la dynamique de croissance et l'écologie des plantules. Et donc l'idée de ces projets, c'est de pouvoir compléter avec l'échange que vous avez aussi eu hier dans le cadre du projet UFA Reforest, de venir compléter et renforcer les aspects scientifiques de ce projet UFA Reforest et aussi des activités de plantation et de sylviculture qui sont faites en forêt. Et donc le premier projet, comme je l'ai dit, il porte sur l'écologie des plantules et la dynamique de croissance des arbres plantés. Et le deuxième projet s'intéresse beaucoup plus aux questions de bilan carbone dans cette plantation. Donc quand je parle de bilan carbone, on voit bien tout ce qui est fixation du carbone pendant la croissance des arbres, mais aussi on voudrait voir finalement en termes de gains
par rapport à ce qui va être éliminé durant toutes les opérations de préparation du terrain. Nous avons 3 grosses activités en fait qui vont être mises en place. La première va consister à réévaluer on va dire la performance de croissance des arbres qui ont été plantés il y a 10-15 ans. Et donc vraiment on veut voir un peu en termes de dynamique de croissance, en termes de performance. Et puis essayer d'avoir aussi une idée sur la rentabilité en fait finalement de ces plantations. Est-ce qu'on arrive à avoir des questions, on veut mieux comprendre les questions de suivi et aussi de développement de manière globale des arbres qui ont été plantés. On demande à Palisco de garantir la disponibilité de main-d'œuvre, aussi bien pour les opérations de reboisement que pour les opérations de recherche. Donc tout ça est fixé dans le cadre d'une convention. C'est des conventions sur 3 ans pour la plupart que l'on a. Et au bout de 3 ans, on rediscute, on fait le point avec la société forestière et on voit vers quoi on veut aller. Est-ce qu'on reste dans les mêmes thématiques? Est-ce qu'il y a des thématiques qui sont à développer davantage, etc. Donc c'est vraiment une discussion chaque fois, d'où l'intérêt d'avoir une très bonne relation avec les sociétés forestières. Il n'y a que ça qui peut permettre de mettre en place ce type de dispositif. Vous imaginez la construction ici? C'est quasi des maisons qu'on est en train de construire. Donc, ne serait-ce que le bois, il ne faut pas croire que le bois est gratuit. Pourquoi est-ce que le bois n'est pas gratuit? Parce que c'est du bois qui doit être sorti de la forêt et qui est acheté par la scierie. C'est 2 entreprises différentes, donc on ne peut pas céder. Donc il y a quand même des achats à chaque fois. Donc CIFM doit acheter le bois à Palisco. Et donc, voilà, même si c'est pas du bois, vous voyez, c'est pas du bois de top qualité, mais voilà, tout ça a quand même un coût. Les bambous, aller chercher les bambous, il faut commander les bambous, découper les bambous, et puis vous avez toute une équipe de construction qui est là, qui coûte aussi, donc c'est de l'immobilisation, le terrassement du terrain. Vous avez vu, le terrain est terrassé, c'est comme là-bas, donc il faut qu'il y ait un bulle. Après, il va falloir arroser les plantes, suivre les plantes. Alors même s'il y a de l'argent qui est prévu par le projet, ce ne sera pas suffisant, je veux dire, par rapport à tout cet investissement. Il ne faut pas sous-estimer toutes les contraintes que c'est. C'est pas le boulot d'une société forestière de faire ça, c'est un boulot d'une équipe de recherche. Et donc il y a énormément de contraintes, ne serait-ce que pour faire venir la chambre climatique. Imagine faire venir une, parce que évidemment il n'y a pas de chambre climatique ici au Cameroun. Donc il y a une chambre climatique, une étuve qui doit venir. Rien que ça, je veux dire, si on devait compter le temps de travail de nos équipes pour commander, trouver, parce que là pour le coup c'est des marchés, donc il faut qu'il y ait 3 offres, parce que ça dépasse un certain montant. Donc il faut demander à plusieurs entreprises des offres concernant ça. En mettant des graines dans ces conditions, en fixant les conditions, on arrive à revenir à l'unité d'équilibre. C'est-à-dire qu'entre la quantité d'eau initiale et les conditions atmosphériques, la graine va équilibrer sa teneur en eau avec l'environnement pour se stabiliser. Et donc, à chaque fois qu'on fait baisser la température, on fixe les conditions d'humidité. Et à ce moment, on peut voir la viabilité de la graine dans ces conditions-là. Et le but, c'est un peu comme on fait avec les arachides. On progresse, on procède par diminution progressive en fait, de la teneur en eau, en essayant de contrôler la viabilité jusqu'à ce que les graines ne soient plus viables. Là, on sait qu'on est dans un seuil de viabilité et puis on voit après quelle température, quelle humidité relative, en tout cas quel microclimat il faut pour que la graine garde cette viabilité. Des mammifères qui sont menacés par la chasse ont des populations stables ou en augmentation. Donc on peut dire vraiment globalement 98% des espèces menacées ne sont pas en voie de s'améliorer pour le moment. Les rongeurs sont en orange, mais on les voit pas bien. Donc ça c'est des carnivores, ça c'est des rongeurs. Et toutes les interactions, ce sont des liens entre ces espèces. Des virus qui ont circulé, qui circulent ou qui circulent à des interfaces où chaque porteur, chaque point, chaque espèce est susceptible de porter le pathogène. Alors ici, un petit historique, l'évolution des habitats des différents biomes au fur et à mesure du temps. On a beaucoup de forêts, de savanes, de zones de prairies, zones ouvertes, de déserts, qui deviennent aujourd'hui des empty landscapes, comme on le dit en anglais, donc des paysages qui sont totalement vides de faune. Et là, vous voyez par exemple, en gris,
Donc là, la totalité de la barre, c'est l'étendue originale de chacun de ces biomes. Donc on voit globalement les déserts, les zones tropicales de savane, etc., etc. Et on voit ce qui est aujourd'hui le vert, ce qui est considéré encore comme intact et préservé. Et là, vous voyez, depuis les années 90, c'est le rouge, c'est la perte qu'on a eue proportionnellement pour chacun de ces écosystèmes. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez descendre, faire un tour ou pas. Il y a le drone, on peut regarder comment fonctionne. C'est mieux. Il y a aussi un autre paysage un peu plus haut. C'est le point d'arrivée qu'on a déjà en haut là. Ouais, ouais. Ben oui. Il était resté caché là. Il voulait pas dire bonjour. Ouais, il s'était mis à tout. Ouais, c'est ce qu'il va faire. Il va faire. Donc pour chaque série, il y a des règles en matière de gestion. Dans certaines séries, les populations ne sont pas admises parce que là, on va vouloir conserver la faune, par exemple, et donc là, il n'y a pas d'activités de chasse qui sont autorisées. Ici, c'est différent puisqu'il y a des rites traditionnels et que les populations viennent chasser. Elles viennent aussi chasser ici. Et, on doit venir chasser. Voilà. La consommation. Est-ce que toutes les hautes séries les hautes valeurs de conservation sont dans la série de conservation? On ne sait pas toutes les hautes valeurs de conservation qui sont dans la série de conservation. Comme il a dit, c'est catégorisé de 1 à 6. Par exemple, il y a les HVC de type 5 qui peuvent être des sites. Ça peut être un arbre, un moabi préservé, c'est HVC de type 5. En fait, tout ce qui est PFNL qu'on identifie avant l'exploitation, tout ça c'est les HVC de type 5. Donc, ça peut être un arbre ou un site, comme chez les Baka, ils ont ce qu'on appelle Ebokwan. C'est le bilingue, c'est un quel sens? Faux bibinga. Oui, c'est un faux bubinga. Mais vous savez ce que c'est finalement ce truc? C'est quelle espèce finalement? Ils ont une espèce, du moins ils n'ont même pas. Chez tous les Baka, c'est pas le même arbre qu'ils appellent le Ebokwan. C'est ça le problème. Donc juste c'est que chez eux, c'est quoi? C'est qu'ils choisissent un arbre, ils disent que c'est ça notre beau. C'est comme tu peux choisir, tu dis ça c'est tel ici là. Après tu arrives là-bas, tu dis que bon je le considère aussi comme tel autre de l'autre côté. Et puis tu arrives, tu trouves encore une autre espèce là-bas, tu dis que c'est ça. On peut la On a un truc hier, on va ici, ça permet de orienter directement la caméra. On va se mettre comme ça. Ça n'a même pas besoin de mettre là dans le téléphone. Tout là-bas, c'est bon. La molette ici permet de remonter la caméra. Objectif, retrouver les traces d'exploitation. Ok, on remonte plus haut alors. C'est de retrouver les vieilles pistes. Il y a une grosse trouée là où on est. Il y a combien de temps d'exploitation? Ils ont prévu quelques mots de remerciements. Avant que Philippe et Victoria prennent la parole, on va d'abord vous chanter le chant de la faculté de Jean Blou pour vous montrer un peu, voilà, c'est notre hymne à nous et on l'a un petit peu adapté, donc j'espère que ça vous plaira. Étudiant, main droite sur l'épaule gauche. Oui, corps professionnel. Et Mintourou, Palisco. Vous pouvez mettre la main droite sur l'épaule gauche. Sur le cœur. Il est où Clément? Mais non, mais ça. Allons amis,
faut payer bagage. Laissez ici, professeurs et bouquins. La liberté, ce fut notre apanage. Célébrons-la en de joyeux refrains. Célébrons-la et que demain encore retentissent les refrains les plus doux et plus doux, puisque demain, au lever de l'aurore, il faut quitter ces vieux murs doux, puisque demain, au lever de l'aurore, il faut quitter ces murs de Mindourou. Héraïf. Héraïf, c'est une belle union. Contemplons tous l'Assemblée des Nations. Vicky préside, Gérance et sept petits qui malgré tout ont testé le glouglou. Dans la rivière, Aquaman se libère. Makalaya, ce fut une nouvelle ère. Les biches, 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 chouchou, minou, minou. C'est dans la belle qu'on chante avec Jean Blou. Les biches, 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 chouchou, minou, minou. C'est dans la belle qu'on chante avec Jean Blou. Module Tropie. Et en Tropie, on a la dysenterie. Malgré cela, on aime tous Jean-Louis. Simon, Guillaume, qui sont nos deux grands frères. Tandis que c'est a pris le rôle de père. Jean Blou ou le grand Mindourou. Dans la forêt, on s'amuse comme des fous. Le temps pour nous est de rentrer chez nous. On en profite pour dire merci beaucoup. Le temps pour nous est de rentrer chez nous. On en profite pour dire merci beaucoup. Grâce à l'entremise de son directeur, M. Richard Fétéké. Notre séjour ici a été très riche en enseignements, aussi bien sur le plan académique, le plan professionnel, le plan scientifique et le plan social. Nous tenons donc, par ces quelques mots, à remercier les responsables des services recherche et développement, les responsables des services exploitation, HSE et social, ainsi que l'ensemble du personnel qui nous a entretenus tout au long de ces quelques jours. Par vos explications, que ce soit ici, dans vos ateliers et que ce soit sur le terrain, vous n'imaginez pas l'apport inestimable que vous faites à notre formation. Par la formation des jeunes, vous contribuez davantage à la gestion durable des écosystèmes forestiers. Nous tenons donc tout particulièrement à adresser nos plus sincères remerciements à Monsieur le Directeur pour l'accueil, la disponibilité, la logistique que vous avez mis en branle afin de nous assurer un séjour des plus bénéfiques possibles. Ce fut un véritable honneur et une joie d'avoir été reçu dans votre magnifique demeure. Merci, Monsieur le Directeur. Oh là là.